Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Ce mardi 15 janvier, nous reviendrons très largement sur le lancement du grand débat dans l'heure par le président de la République. Alors après plus de 2 mois de mobilisation des Gilets jaunes, ce grand débat va-t-il permettre de calmer la colère? En tout cas, pendant les 2 prochains mois, citoyens, maires ou associations peuvent organiser un grand débat. Un guide est disponible sur Internet. Alors êtes-vous prêts à vous emparer de cet outil? Sophie Lecroisier s'est rendue à Lesneven et à Goulven. Après les cahiers de doléances installés dans de nombreuses mairies, place à la seconde étape du grand débat national. Depuis ce mardi, chacun peut organiser un débat dans son quartier, sa ville ou sa région. Le gouvernement sollicite notamment les maires. Ça nous a un peu surpris, mais pourquoi pas? C'est pas une mauvaise initiative. La population va espérer être écoutée. J'espère toujours que ce n'est pas uniquement un effet d'annonce. J'espère que ça permettra de mettre vraiment les choses à plat et d'essayer de trouver des solutions. Maintenant, je suis très sceptique au vu des finances actuelles de la France. 35 questions ont été proposées par le gouvernement pour canaliser le débat autour de 4 thèmes. La fiscalité, la démocratie et citoyenneté, la réforme de l'État et la transition écologique. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que leur travail ne paye plus. Les gens ont l'impression que leur retraite ne paye plus. Ont l'impression qu'il y a des gens qui ne payent pas assez d'impôts, d'autres qui en payent trop. C'était ces questions-là, pour moi, qui étaient importantes dans un premier temps. Évidemment, l'écologie, c'est très, très important. Mais je pense que là, aujourd'hui, on est sur une crise. L'idée qu'on ne puisse pas poser toutes les questions, et notamment sur l'ISF, c'est quelque chose qui va fâcher pas mal de gens. Et j'en connais quelques-uns ici qui diront ce qu'ils pensent. Le grand débat national intervient en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Nous vous avons demandé ce que vous en pensez. Les retraites pour commencer, des agriculteurs, parce que je suis une ancienne agricultrice et je n'ai que 740 € dans mon mois. C'est très positif parce que ça permet la discussion entre la classe politique et les citoyens normaux. Et donc ça ne peut apporter que des bonnes solutions. Je m'y suis pas trop intéressée, mais c'est important de le faire, je pense. Il y a l'art et la manière. Voilà, je pense qu'on n'est pas d'accord avec la façon de faire. Non, franchement, je pense que j'irai même pas. J'ai même pas vraiment entendu parler. Donc non, je pense pas. Le débat aura également lieu sur Internet. Une plateforme numérique dédiée a été créée. Vous pouvez y participer jusqu'au 15 mars prochain. Et vous l'avez entendu dans ce sujet, ce grand débat vise notamment à arrêter les manifestations des Gilets jaunes. Pour l'heure, ils sont toujours sur le terrain, comme vous le voyez sur ces images prises à Brest par Christophe Boucher. Il prépare même un acte 10 de la mobilisation pour le week-end prochain. Les annonces d'Emmanuel Macron en décembre, la revalorisation du SMIC, la fin de la hausse de la CSG, la défiscalisation des heures supplémentaires n'auront pas suffi à apaiser cette colère. Alors ce grand débat pourra-t-il calmer le mouvement? Écoutez ces Gilets jaunes. Le grand débat pour moi n'a aucun sens, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait le faire, c'est bien avant ça. Je pense qu'il aurait annoncé beaucoup plus de choses. Le 17 novembre, on aurait été une bonne partie à rentrer chez soi. Je pense qu'il ne répond à aucune attente des Français. On n'a rien eu de concret, il parle pas, il nous méprise, il n'a aucun respect pour les Gilets jaunes décédés, il n'a aucun respect pour les Gilets jaunes blessés. Je pense qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on rentre chez nous et en faisant son grand débat, il pense obtenir des résultats, mais je pense pas. Première chose pour pouvoir discuter, c'est qu'il va y avoir des concessions des deux côtés. Si le gars il te dit « je vais rien changer, tu peux venir, on va discuter, mais je vais rien changer », bon je vois pas trop l'intérêt quoi. Et pour en savoir plus sur l'organisation de ce grand débat, Jean-Michel Jacques, député du Morbihan et organisateur de l'événement en Bretagne, sera dans notre magazine L'Instant T à 19h15. Une interview que vous pouvez revoir en replay sur nos sites internet. Et en amorce de ce grand débat, les Français ont pu s'exprimer depuis plusieurs jours au travers de cahiers de doléances. Dans l'histoire de notre pays, l'initiative avait déjà été lancée au printemps 1789, juste avant la Révolution française. David Cormier, vous vous êtes replongé dans ces écrits stockés aux archives municipales de Brest. Qu'avez-vous trouvé ? Déjà, citoyenne Julie, il s'agit de beaux vieux documents écrits avec des pleins et des déliés, parfois un peu difficiles à décrypter d'ailleurs.
Ensuite, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont dû se réunir en l'espace de quelques jours. Ça devait être vraiment l'effervescence à Brest. Il faut dire qu'à l'époque, pouvoir s'exprimer, c'était exceptionnel. On note aussi que ce sont des corporations qui se sont réunies. Les habitants n'étaient pas vraiment des individus, plutôt des personnes qui avaient des problèmes qui étaient ceux de leur métier ou de leur niveau social. Les charcutiers, par exemple, réclamaient que leur profession soit mieux encadrée, comme d'autres l'étaient, pour éviter que certains ne nuisent à la santé publique avec des salaisons avariées ou gâtées. Les nobles, ceux qui constituaient l'armée à l'époque, demandaient au roi de surveiller des officiers supérieurs. Les nobles, eux, osaient s'en prendre aux puissants. Alors, vous avez pu lire aussi les cahiers de doléances présents en ce moment en mairie de Brest. Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux cahiers de doléances? Oui, en 1789, les gens réclamaient déjà des choses pour eux-mêmes, parfois en soutien ou au prétexte du bien public, on dirait aujourd'hui l'intérêt général. Il était souvent question d'impôts, de taxes, comme aujourd'hui. Et à l'époque, des citoyens parlaient d'une brochure anonyme écrite quelques années plus tôt, qui proposait, je cite, des moyens prompts et efficaces de remédier au dérangement des finances du royaume, déjà, de subvenir aux besoins de l'État, d'enrichir le roi, aujourd'hui ça laisse songeur, et de soulager le peuple par un seul et unique impôt proportionné à l'aisance de chaque classe en raison de leur fortune et non de leur dignité. Globalement, tous louaient le roi, l'assurant de vouloir contribuer à l'éclat de sa couronne, comme on pouvait le lire à plusieurs reprises dans ces cahiers. On sait qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes réclament le départ du président. Merci beaucoup David en tout cas pour cet éclairage et ce parallèle. Et puis on retrouve votre article complet sur le telegram.fr dès demain. Nous continuons à passer en revue l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Gros coup de filet anti-stupéfiant ce mardi dans le quartier de Carcado à Vannes. Une centaine de policiers y ont interpellé 15 personnes soupçonnées de diriger le trafic. Ils ont saisi 23 kilos de cannabis, 600 grammes de cocaïne, 1 kilo de MDMA, mais aussi 110 000 euros en liquide, 2 voitures, 2 scooters et même 2 armes de poing. Les 15 interpellés sont âgés de 15 à 28 ans, dont 4 mineurs. Inquiétude chez Nokia à Lannion dans les Côtes-d'Armor après que l'équipementier Télécom a annoncé ce mardi la suppression de 460 postes en France en 2 ans. Ces suppressions concernent les fonctions dites support, donc tout ce qui n'est pas recherche et développement, soit 250 emplois à Lannion sur 1500 en France. Et il faudrait un miracle selon les syndicats pour que le site trégorrois y échappe. Le point sera fait jeudi 24 janvier lors du prochain comité économique et social central. Les campagnes anti-étourneaux se poursuivent en Bretagne. Ce lundi soir, c'est à Loudéac que des tirs et des sifflements ont été entendus. Objectif, effrayer les oiseaux sans les tuer et mettre fin à l'invasion qui touche de nombreuses villes et notamment cette année Quimper où leur passage laisse des traces. Ces étourneaux venus des pays de l'Est descendaient auparavant jusqu'au Maghreb. Réchauffement climatique oblige, ils s'arrêtent désormais plus souvent en Bretagne. Petite mobilisation contre la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers ce mardi matin à Brest. Environ 200 étudiants ont marché en ville jusqu'à la sous-préfecture pour dénoncer un État raciste. Street art ou vandalisme, la justice a tranché. Un quadragénaire de Douarnenez a été condamné ce lundi à 2 mois de prison avec sursis pour des milliers d'inscriptions apposées pendant 3 ans sur le mobilier de la ville. Il avait été interpellé fin décembre après avoir été repéré par un témoin. Signe particulier, ces tags à la peinture à l'eau n'étaient que des titres de films. Autre colère, celle des avocats. Ils se sont mobilisés ce mardi contre la loi justice. Dans la région, les barreaux de Vannes et Quimper notamment se sont mis en grève. Alors parmi les aspects de la réforme qui mobilisent, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Les avocats redoutent des juridictions éloignées des justiciables avec des actes réalisés en ligne. Ces nouvelles technologies sont justement au cœur de la thèse d'une étudiante bretonne. Fanny Cocognier l'a rencontrée. Émilie Pouffier-Thompson a 27 ans. Depuis l'automne, elle travaille sur sa thèse. Un parcours inattendu pour cette jeune femme qui avait décroché de l'école à 15 ans. Après un diplôme d'accès aux études universitaires, elle a repris un parcours en supérieur jusqu'à cette 6e année d'études à l'université à Vannes. À la fin de mon master, je voulais pas m'arrêter. Donc c'était un bon compromis de faire cette thèse en immersion dans un monde professionnel, mais en même temps, je garde un lien avec l'université. Pour qui j'ai de l'affection et c'est vraiment un format intéressant pour moi. Cette thèse est consacrée aux nouvelles technologies dans le métier d'avocat. Émilie effectue des recherches sur le campus de Toanic et son travail au sein d'un cabinet quimpérois.
Les avocats associés de celui-ci cofinancent ses recherches avec le conseil départemental du Morbihan. Émilie va essayer de voir comment les avocats peuvent s'enrichir ou bien craindre le développement des nouvelles technologies. Il y a à la fois des risques qui sont présentés sur l'avenir de notre profession, où nous serions remplacés par des ordinateurs. Ce qui me semble toujours très étonnant, c'est d'imaginer que l'ordinateur peut remplacer tout simplement une conscience. Car le droit, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'expression de souhaits, l'expression de désirs, l'expression de situations très particulières qui ne peuvent pas être appréhendées totalement par l'informatique. Une évolution du métier qui pose de nombreuses questions sur lesquelles Émilie se penche. Est-ce que le fait d'utiliser les nouvelles technologies, d'avoir recours au numérique, est-ce que c'est compatible avec la déontologie? On a aussi toutes les questions relatives aux données personnelles des clients. Donc il va m'appartenir d'analyser ces questions et apporter des éléments de réponse. La jeune femme dispose de 3 années pour boucler sa thèse. À l'issue, elle pourrait à son tour revêtir la robe d'avocate. Actualité voile aussi ce mardi, le trimaran Spindrift 2 est en attente au port de Brest. Il devrait prendre le large cette nuit pour tenter de battre le record du Tour du Monde en équipage. Yann Guichard et ses 11 membres d'équipage vont courir derrière le record détenu par Francis Joyon en 40 jours et 23 heures. Et tous les détails comptent pour un record de ce type, comme l'a raconté le skipper à Frédéric Lorentzon. Écoutez. C'est réellement la première fenêtre, c'est vrai que ça fait 75 jours qu'on attend depuis le 5 novembre et comme vous l'avez vu, on a eu du vent de sud-ouest donc dans la figure. Le meilleur temps qu'on pouvait faire cet hiver c'était 6 jours et demi à l'équateur en sachant qu'il faut faire autour de 5 jours, donc on avait déjà une journée et demie de retard, donc ça ne permettait pas d'envisager de battre le record. Là c'est la première opportunité, elle est plutôt très bonne, donc on espère que le sud sera avec nous. Et donc voilà, on saute dessus pour la prendre parce que c'est vrai qu'on avait décidé de fin de stand-by fin janvier, donc ça arrive vite. Donc c'est vrai que j'espère que ce sera la bonne fenêtre. Ça ne va pas nous permettre de revenir. Donc c'est vraiment, on a une tentative à faire cet hiver. Oui. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline Ferco reçoit Rurik Salé. L'auteur breton signe le livre « Le cinéma français, c'est de la merde ». Tout un programme et il débattra de cette idée sur notre plateau. Voyage aussi au cœur de la Maison Crosnier, une résidence historique de Brest. Sans oublier l'instant politique avec le maire PS de Quimperlé, Mickaël Kernez. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une belle soirée. À demain.